Je m'appelle Moutessi Marie-Béatrice. Je suis originaire de Byumba, à Kisaro. Et donc, comme on l'a vu, c'est dans la région de Byumba que le FPR est entré en octobre 1990. Les premiers réfugiés, donc les premiers déplacés de guerre sont arrivés chez moi en 1991 et c'est à partir de leurs histoires que, au fait, on a compris que le FPR ne voulait pas la démocratie comme on le disait sur la radio Mhabura, mais qu'il était dans une guerre de conquête du pouvoir et que cette conquête du pouvoir se faisait sur le massacre des populations civiles non armées, des enfants, des femmes et des hommes, bien sûr. Donc, le FPR est arrivé chez moi en février 1993. C'était vers 5 heures du matin. Donc, ils sont entrés dans le village de ma mère vers 5 heures du matin. Les gens étaient encore au lit. Et donc, les rebelles sont entrés dans les maisons et les ont fait sortir. Ils ont mis les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre côté. Ils ont demandé aux femmes de partir et ils ont massacré tous les hommes. Et la majorité des personnes qui ont été tuées ce jour-là, c'était mes oncles et mes cousins. Et ils ont continué. Et donc, à Kisaro, donc dans le centre de Kisaro, il y avait un cas de déplacés. Ils l'ont pilonné et c'est comme ça que la population a compris que la guerre était arrivée chez nous, au fait. Et ils ont pris la fuite. Chez nous, il y avait seulement quelques militaires des phares, donc des ex-phares. Et donc les combats n'ont pas duré longtemps et la population qui avait fui est retournée chez eux parce qu'il n'y avait plus de combats et comme ils n'avaient pas de rôle politique, ils n'étaient pas militaires, ils pensaient qu'ils ne risquaient rien en retournant chez eux. Et puis, après, quand le FPR a bien contrôlé la région, ils ont pris toutes les personnes qui étaient retournées chez eux, ils les ont mis dans des maisons et ont lancé des grenades. Et donc, ils ont pratiquement tué toutes les personnes qui étaient retournées chez eux. Et donc, parmi toutes ces personnes qui ont tué, cette fois-ci, c'était mes oncles et mes cousins du côté paternel. Et les autres ont pris la fuite et ont trouvé refuge dans les camps tout autour de Kigali. Et tous ceux qui ont été au Rwanda à ce moment-là connaissent ces camps. C'était des camps énormes où survivaient plus d'1 million de personnes sans aide humanitaire, vivant ils allaient travailler chez les autres pour pouvoir survivre. Moi, j'étais à ce moment-là, j'avais pu trouver une petite maison que je louais à Kigali et dans laquelle je me retrouvais avec toute ma famille nombreuse. On était plus de 30 personnes à essayer de survivre dans cette maison. Mais par rapport à ce qui était dans les camps de réfugiés, dans les camps de déplacés, on était privilégiés. Et puis, en 94, après l'assassinat du président Habyarimana et le début du génocide des Tutsis, j'ai fui Kigali avec toute ma famille. Enfin, une partie de la famille était retournée en zone tampon parce qu'on nous avait dit que c'était une zone sûre. Et donc, du coup, au moment de la reprise au fait des combats, tous ceux qui étaient retournés en zone combat, en zone tampon, ont été eux aussi regroupés dans des camps. Et dans ces cas-là, toutes les personnes qui avaient un boulot ou qui avaient une situation économique intéressante étaient tuées, que ce soit à Miyove, Kisaro, Byumba et tout. Et donc, une autre partie de ma famille a été exterminée à ce moment-là. Et donc, avec tous ceux qui étaient avec moi à Kigali, nous avons fait comme tout le monde, donc nous avons fui Kigali. De Kigali, nous sommes allés à Gitarama. Quand Gitarama a été pris, nous sommes allés à Cyangugu. Et puis quand le FPR a pris le pouvoir, nous sommes allés au Congo avec des millions d'autres Rwandais. Moi, je suis entrée par Cyangugu, donc je suis allée dans les camps de réfugiés de Bukavu,
dans le camp d'Inera, c'était le plus grand de la région de Bukavu. On était dans les 60 000 à vivre là-bas dans des conditions que je ne peux pas expliquer ici, mais c'était des conditions inhumaines. Donc l'aide humanitaire n'était pas suffisante, les conditions d'hygiène étaient déplorables. On était dans les 100 personnes à partager une seule toilette. Il n'y avait pas de commodité pour les femmes. Enfin, c'était des conditions de vie abominables. Et puis, il y avait aussi des problèmes d'insécurité. Des problèmes d'insécurité puisque tout le Rwanda était sorti, donc les bandits étaient sortis, les miliciens étaient sortis. Et l'armée congolaise n'avait pas pu désarmer tout le monde. Donc, il y avait encore des gens qui avaient des grenades, ce qui constituait une source d'insécurité. Mais il y avait aussi de l'autre côté le FPR qui régulièrement pilonnait les camps, notamment le cas de Panzi qui était à la frontière. Et puis, il y avait aussi, à un moment donné, des soldats du FPR ont traversé le Kivu et sont allés tuer les réfugiés sur Abirava, où ils ont détruit le camp en tuant plus de 130 personnes. Et donc, pour nous, c'était une source d'insécurité parce qu'on savait très bien, comme l'ONU ne faisait rien quand le FPR a tué les gens de Birava, on savait que nous aussi, notre tour viendra. Et quand je raconte ça, les gens me disent alors, pourquoi tu n'es pas retourné au Rwanda? Puisque dans les camps, il y avait l'insécurité, tu aurais pu retourner au Rwanda puisque tu n'as tué personne. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, au Rwanda, les tueries continuaient. Les massacres, et le film l'a bien montré, les massacres continuaient, que ça soit chez moi, à Byumba, ou que ça soit partout au Rwanda, les massacres continuaient. Et donc, on ne pouvait pas rentrer au Rwanda puisque l'insécurité était totale là-bas. Et puis après, il y a eu le camp de Kibero qui a été détruit, comme on l'a dit, où les premières statistiques, on parlait plutôt de 8000 personnes, les premières statistiques. Et donc, quand on entendait tout ça, on ne pouvait pas retourner au Rwanda. On était condamné à rester dans les camps. Et on n'avait pas non plus envie de quitter les camps pour aller ailleurs. Donc, on ne voulait pas aller au Kenya ou aller en Zambie parce qu'on espérait que la communauté internationale interviendrait et qu'une solution sera trouvée et que nous pourrions rentrer chez nous en sécurité. Ce qui n'a pas été fait, ce qui ne s'est pas fait, puisque 1996, le FPR est entré au Congo et qu'il a détruit les camps. Là aussi, dans le camp, j'étais, comme je vous l'ai dit, dans le camp d'Inera, là aussi, les rebelles sont arrivés le matin. Et donc, ils avaient au fait passé la nuit dans le camp, mais on ne le savait pas. Donc, le matin, ils ont commencé à nous tirer dessus et nous sommes partis en courant sans rien, sans rien. On est partis comme ça. Et moi, je suis directement entrée dans le parc national de Kahuzi-Biega, mais il y a d'autres qui se sont dit, nous, on veut rentrer au Rwanda, donc. Ah, ok. Et donc, nous, comme ça? Ok. Et donc, il y a des gens qui voulaient rentrer au Rwanda, mais ils ne pouvaient pas rentrer au Rwanda par Cyangugu, puisque les militaires rwandais venaient de Cyangugu. Donc, c'était pas possible d'aller. Et donc, ils se sont proposés d'aller vers Goma et de rentrer par Goma. Parce que là, il y avait les militaires américains et qui, disait-il, pouvaient faciliter aux réfugiés de rentrer au Rwanda. Et donc, mais quand ils sont arrivés au milieu, ils ont été arrêtés par les milices congolaises, donc les Mai Mai. Et eux aussi ont été obligés de rentrer dans la forêt. Et quand ils sont rentrés dans la forêt, entre-temps, le FPR avait traversé aussi le Kivu. Donc, il y a ceux qui traversaient et qui les ont, quand ils sont arrivés à Changi, je pense, et là, ils ont été rattrapés, une partie a été tuée, d'autres ont été rapatriés de force au Rwanda. Nous, quand nous sommes arrivés dans la région de Rombo, ce sont les milices Tiri, donc les Mai Mai, ils nous ont bloqués, mais à la fin, on a pu continuer.
jusqu'à Walikale. Et puis quand nous sommes arrivés à Tingi-Tingi, ce sont les militaires congolais qui nous ont empêchés de continuer à fuir parce que, disait-il, les Rwandais, on ne sait pas qui ils sont. On ne peut pas faire la différence entre les Hutus et les Tutsis. Et peut-être, parmi nous, il y aurait des Tutsis qui appuient Kabila pour la conquête du pouvoir au Congo. Donc, nous sommes restés à Tingi-Tingi sans aucune aide humanitaire et avec la peur au ventre parce que nous savions que plus nous restions à Tingi-Tingi, plus le FPR était en train d'avancer. Quand ils vont nous rattraper, ils vont nous tuer. Après, on a eu un peu d'aide humanitaire, mais la plupart des enfants, par exemple, de moins de 5 ans qui sont arrivés à Tingi-Tingi, sont tous morts. Donc, chaque jour, on enterrait, je sais pas, une trentaine de personnes ou plus. Et on avait même fait une blague, je disais aux enfants qui étaient avec moi, de bien observer mes pieds, de voir comme ça, quand ils vont croiser mon cadavre, ils vont le reconnaître parce que ils auraient reconnu la plante de mes pieds. Tout ça pour dire que la mort était devenue si... Oui, on vivait avec, on en faisait des blagues. Et donc, après, comme le FPR progressait, Tingi-Tingi lui a été détruit le 1er mars 97. Mais déjà le 28, il y avait des éléments du FPR qui étaient déjà dans le camp. Et donc, après, dans la matinée, toutes les personnes qui étaient restées dans le camp de Tingi-Tingi, c'était surtout des malades qui ne pouvaient pas marcher, des enfants, des orphelins qui attendaient qu'on les évacue. Tous ont été tués. Nous, ils nous ont rattrapés quand on voulait traverser le pont de Lubutu, puisque c'est un tout petit pont, où on était quand même plus de 100 000 personnes qui devaient traverser sur ce petit pont. Et donc, du coup, ça prenait du temps. C'est là où ils nous ont rattrapés. Ils ont commencé à nous tirer dessus. Les personnes, pour fuir, les uns sont entrés dans la forêt, les autres se sont jetés dans la rivière pour nager. Et ceux qui ne pouvaient pas nager sont morts noyés. D'autres ont été tués sur le pont et beaucoup plus tard rattrapés et tués dans la petite ville de Lubutu. Moi et les enfants qui étaient avec moi, nous avons pu échapper et donc en traversant, on est entré dans la forêt et puis on a traversé la rivière. Il n'y avait pas beaucoup d'eau donc on a pu traverser. Nous avons marché pendant 48 heures sans s'arrêter, sans manger, parce que on était poursuivis. Donc, il fallait marcher jusqu'à épuisement. Nous allons faire marcher comme ça pendant plus de 2000 km, donc traverser le Congo de Tingi-Tingi jusqu'à Mbandaka. Des fois, la forêt était, il n'y avait rien du tout. Pour survivre, on survivait avec, on allait chercher du manioc dans les champs des Congolais, quand il y en avait. Quand il n'y en avait pas, voilà. Et donc, il fallait marcher parce que c'était une question de survie, au fait. Et le problème avec le Congo, c'est que le fleuve Congo a beaucoup d'affluents. Et donc, nous étions obligés à chaque fois de nous arrêter pour traverser. Heureusement, il y avait des Congolais qui nous aidaient à traverser. D'abord, ceux qui avaient des dollars traversés, et puis ceux qui avaient des montagnes traversées. Mais à la fin, ceux qui n'avaient rien traversé quand même. Le problème, c'est que quand on n'avait rien, donc on restait trop longtemps au bord du fleuve. Et donc, du coup, les risques d'être rattrapés étaient très grands. Et c'est ainsi que vous avez sans doute, on l'a vu là-bas, et à Walikale, les gens ont été massacrés, à Tingi-Tingi, à Lubutu, à Ubundu, à Obiro, à Opala, à Ingende, à Ikela, partout où des gens étaient rattrapés, ils étaient tués. Par exemple, à Ingende, j'ai rencontré après Ingende, j'ai rencontré des personnes de la Croix-Rouge qui m'ont dit qu'ils ont enterré plus de 1000 personnes tuées à Ingende, des enfants, des femmes, et ils disaient, ils reconnaissaient que c'était un enfant à cause du crâne qui était encore pété. Et sans compter ceux qui étaient jetés dans le fleuve. Et donc, moi, j'ai eu la chance
de pouvoir échapper à tout ça. Peut-être que parce que je connaissais suffisamment le FPR pour savoir que pour survivre, il faut marcher. Que parce que, par exemple, quand on est arrivé à Obilo, les gens étaient très fatigués, Kisangani venait d'être pris. Alors il y a des gens qui se sont dit non, on va se remettre au FPR. De toute façon, on n'a rien fait et tout. Mais moi je savais très bien que le fait de ne pas avoir fait quelque chose ne veut rien dire. Parce que depuis 1990, toutes les personnes qui avaient été tuées par le FPR, et d'ailleurs tous les Tutsis qui ont été tués pendant le génocide, ils n'avaient rien fait non plus. Et pourtant, ils avaient été tués. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment cette peur que j'avais du FPR, et que, malade ou pas, je marchais. Malheureusement, il y a d'autres qui n'ont, malgré qu'ils ont essayé, qu'ils essayaient de marcher, comme je l'ai dit, on n'avait pas d'aide humanitaire, la nourriture n'était pas suffisante, et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont aussi morts de faim, il y a des gens qui sont morts d'épuisement, surtout les enfants, et donc du coup, quand on voit vraiment les personnes qui sont mortes au Congo, c'est énorme. Quand on a quitté l'Est du Congo, on était dans les 600 000. Mais quand les gens qui sont arrivés à Kisangani, qui ont survécu, il n'y a pas nécessairement, il y avait moins de 60 000. Donc c'est dire qu'il y a énormément de gens qui sont morts au Congo. Et donc quand je suis arrivée ici en Belgique en 98, et quand je suis arrivée ici, j'étais frustrée, révoltée, parce que je ne comprenais pas comment la communauté internationale pouvait nous avoir abandonnés comme ça. En sachant qu'on était là, qu'il y avait des enfants, des femmes, des vieillards, et qu'on ne pouvait pas être tous des génocidaires. Un peuple ne peut pas être génocidaire, c'est impossible. Et de nous avoir abandonnés comme ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Et donc, je pense que c'est ce qui m'a poussé à écrire le livre. C'était vraiment pour pouvoir... Et puis, parmi les personnes qui ont été tuées au Congo, j'ai des amis, des membres de la famille, des collègues de travail. Et je me suis dit qu'il faut que je parle d'eux pour qu'on ne les oublie pas, pour qu'on puisse dire que les millions de personnes qui sont mortes, ce sont des personnes. Ils avaient... Je m'excuse. Ils avaient un nom, ils avaient une famille, ils avaient... Voilà. Et puis, j'ai écrit aussi pour que peut-être aussi toutes les personnes, que ce soit des Rwandais, puissent se dire que dans la tragédie rwandaise, il n'y a pas une ethnie génocidaire et une ethnie victime. Que dans la tragédie rwandaise, il y a des criminels et des victimes. Et qu'il y a des criminels Hutus, des criminels Tutsis, et que tous doivent être poursuivis, arrêtés, jugés pour les crimes qu'ils ont commis, et que il y a des victimes Hutus et Tutsis, et que tous doivent être reconnus, et que nous avons tous le droit de pleurer nos morts. Et je me dis que c'est ça qui va réellement contribuer à permettre une vraie réconciliation et peut-être ramener un jour une paix durable au Rwanda. Je vous remercie.